Bonjour mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Merci d'être nombreux à suivre ce tout premier numéro de cette émission intitulée Les Congos insoupçonnés. Aujourd'hui, dans ce tout premier numéro, nous allons nous focaliser sur les valeurs intrinsèques pour le décollage du Grand Congo. L'invité de cette émission s'appelle Norbert Yamba. Il est au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, actuellement parti présidentiel en République démocratique du Congo. Monsieur Norbert, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, je ne suis pas seul à la présentation de cette émission. Je la co-présente avec mes deux consoeurs, Carmel Dolo. Bonjour. Bonjour Jean Blanchard. Esther Siamoueni. Bonjour. Bonjour Jean Blanchard. Je reviens à vous, monsieur Yamba. Lorsque nous parlons du Congo insoupçonné, quels sont les éléments, les réponses qui traversent votre esprit à travers ce dont dispose le Grand Congo? Merci d'abord pour l'invitation. Merci pour Apictiver. Je crois que je ne peux pas manquer d'adresser toutes mes félicitations à Anissé qui, visiblement, au travers les idées, a généré des choses incroyables. Et voilà comment le Congo était soupçonné simplement parce qu'il a non seulement les ressources matérielles ou minérales, mais aussi des ressources humaines d'exception, capables de partir du néant et générer véritablement des choses matérielles appréciables. Soupçonné, oui, le Congo c'est un pays insoupçonné. Aujourd'hui, on les considère comme pays problématique par excellence. Pourtant, Dieu a doté le Congo de beaucoup de potentialités. Si je considère par exemple les aspects géologiques, vous savez qu'il y a eu un panel qui a travaillé pour le sud du Katanga et qui a trouvé véritablement que le Congo a 48 minéraux, dont 12 n'existent nulle part au monde. Aujourd'hui, le cobalt, le lithium, ce sont des minéraux de prédilection pour le XXIe siècle. Et aujourd'hui, l'Afrique est même pressentie le continent qui prendrait véritablement le dessus face aux Américains, face aux Asiatiques, à cause de ce minéral qui véritablement devra faire la régulation thermique planétaire. Le Congo, c'est aussi une puissance, j'allais dire, électronique, parce que, croyez-moi, 80% des réserves des coltans se trouvent chez nous, et puis le colomotantalite, il est toujours utilisé dans les alliages électroniques aujourd'hui. On ne peut pas avoir téléphone, on ne peut pas avoir des Android si vous n'avez pas de téléphone. Aujourd'hui, 80% des réserves mondiales se trouvent au Congo. Et pourtant, bon, nous continuons toujours à importer de l'extérieur. Le Congo, c'est une puissance agricole, tout simplement parce que 80 à 120 millions d'hectares de terres arables. Et nous avons utilisé essentiellement 10%. C'est que très clairement, il nous reste 90% qui véritablement aujourd'hui restent en termes de potentialité. Voyez. Nous sommes en mesure de supporter 40 millions de gros bétail. Vous savez, parce que nous avons une superbe végétation qui véritablement peut soutenir, n'est-ce pas, l'alimentation de ces bétails. Nous avons aujourd'hui des réserves énergétiques. Vous savez que l'Afrique, en tout cas, lorsqu'on regarde en termes de potentialité, nous avons 100 000 mégawatts. 100 000 mégawatts. C'est pas, et bon, nous n'utilisons aujourd'hui que 1400 mégawatts. Mais nous avons 100 000. Vous imaginez, Ingasel, c'est 40 000. On peut desservir véritablement l'électricité sur toute l'Afrique. Nous avons de l'eau. Vous savez que l'eau dans le monde entier, c'est 0,6%. Oui, monsieur, vous avez abordé plusieurs secteurs à la fois. Ce tout premier numéro du Congo insoupçonné jouit d'une approche transversale. Okay. Mais commençons d'abord par les secteurs miniers. Qu'est-ce que le Congo a d'insoupçonné dans ces secteurs? Je voulais vraiment visualiser que le Congo est un pays d'exception. Le Congo est un pays insoupçonné. Un prêtre qui était notre professeur nous disait toujours Dieu avait véritablement desservi les richesses à travers le monde. Et lorsqu'il est arrivé le tour du Congo, il était fatigué, il a tout laissé. Même si Dieu dira, et que voilà, les autres sont venus faire des réclamations, il dit, bon, je laisse le Congo, puis j'enlève leur intelligence, venez, vous pouvez vous en servir. Enfin, c'est une anecdote qui n'est pas loin véritablement dans la réalité.
Bon, alors, si nous parlons des secteurs miniers, vous savez, comme je l'ai dit, hein, nous sommes un pays, une puissance géologique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous avons les cobaltes. À ce moment où nous sommes en train de véritablement de lutter pour la régulation climatique, on a besoin du cobalt. Parce que la voiture de demain, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a même des voitures électriques, ne peuvent fonctionner qu'avec le cobalt. Nous avons 60% de la production mondiale. Nous avons les lithium. Bon, c'est très clair sur ce plan minier. Nous avons le cobalt, le colombo-tantalite. Nous avons les diamants. Nous avons platine. Nous avons 4 ressources minières, 14 ressources minières stratégiques dans notre pays, qui prennent le dessus sur l'ensemble de l'humanité. Donc nous sommes insoupçonnés. Malheureusement pour nous, la technologie est très faible. L'élite politique n'a pas une vision long-termiste, au point où nous subissons. Nous n'avons pas la capacité de transformer, nous n'avons pas la capacité de créer des chaînes de valeur ajoutée, et donc nous sommes dans une situation où on regarde nos matières premières, elles sont convoitées par d'autres pays qui viennent et qui s'enrichissent en complicité naturellement avec l'élite politique et économique, et voilà que le Congo, pays insoupçonné, pays d'exception, mais finalement dindon de la face. Ok, monsieur Yamba Yamba. La RDC est qualifiée des pays potentiellement riches, particulièrement dans le secteur minier, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas une honte lorsque le potentiel ne se transforme pas en réalité alors que ça fait des décennies que l'on chante le même verset? Bien entendu, madame, on est dans une société. Quand on ne bouge pas, la société ne peut pas bouger. Vous avez commencé à pique, non? Aujourd'hui, il y a une chaîne télévision. Mais quand je regarde la première émission qui était balancée à la télé, la télévision d'autrui. Et aujourd'hui, on a la propre chaîne. Ça dit qu'en fait, il faut savoir avoir des ambitions. Il faut savoir rêver. Il faut sortir de la rêverie romantique. Il faut savoir déterminer ses propres priorités, déterminer les objectifs. Oui, nous sommes restés dans les incantations en termes de potentialité. Les potentialités ne sont pas des possibilités. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui réfléchissent à longueur de journée pour dire, nous avons le cobalt, nous faisons quoi? Regardez, madame, quand vous arrivez à Goma, entre Goma et Gizeni, on a mis en place une usine d'exploitation de gaz méthane. Dans le lac Kivu, le Congo-Kinshasa, au travers Goma-Bukavu, ce lac contient pas mal de gaz méthane. Il y a des gens qui ont trouvé pas mal d'accidents avec ces gaz méthane. Mais le Rwanda n'avait pas l'argent. Le Rwanda a lancé un appel d'offres. Et il dit non, moi j'ai le gaz, il faut l'exploiter. Mais il n'y a qu'une petite partie. Et les Indiens ont répondu à cet appel d'offres. On a investi 500 millions de dollars pour exploiter le gaz. Et aujourd'hui, on exploite le gaz. Les boutiques de gaz vendues à 70 dollars la pièce viennent du Rwanda. Et tous les marchés du sud Kivu, du nord Kivu, du Maniema, mais aujourd'hui, même dans la province orientale, j'allais dire Tchopo, etc., on utilise ce gaz. On commence même à exporter ici à Kinshasa. Voilà. Donc, on a parlé des incantations de nos richesses potentielles. Il faut sortir des richesses potentielles pour avoir des richesses possibles. Et les richesses possibles ne sont possibles que lorsqu'on a un leadership visionnaire, motivateur, transformationnel. Mais aussi qu'on ait un système d'éducation qui nous permette véritablement de pouvoir être en mesure de bien appréhender les ressources qui sont les nôtres dans notre environnement, mais aussi les aller transformer. Il me semble que quand on vous pose la question à Kinshasa, montrez-nous une école où on forme les géologues, il n'y en a pas. Quand vous êtes dans tout notre pays, on n'en a pas. Et on a autant de forêts, on n'a pas d'école véritablement de forestiers, etc. Tout cela faisant commun montre très clairement que nous ne sommes pas encore préoccupés de l'avenir de notre pays. Voilà pourquoi il est d'exception, il faut que des émissions comme ça viennent pour réveiller véritablement les uns et les autres dans la perspective de pouvoir booster la République. Et alors, pour transformer la République démocratique du Congo, potentiellement riche, en une République démocratique du Congo véritablement riche, il faut utiliser les capitales humains. Est-ce que la RDC a des ressources humaines insoupçonnées à ce sujet? Très insoupçonnées. Ouais. Vous savez, madame, aujourd'hui, nous avons 92 millions d'habitants. En 2035, on sera 166 millions d'habitants. En 2050, on sera 220 millions.
Les projections à 2100, on sera 400 millions. Nous serons, avec le Nigeria, le pays le plus peuplé du monde. Très important, avec exception faite, n'est-ce pas, vers la Chine, qui est un sous-continent, mais dont on parle que c'est un pays, etc. L'Inde, on n'en parlait pas, mais qu'est-ce qu'en termes de pays africains, quand cela ne tient, on a un personnel, on a des populations. Mais quelle est la qualité de ces populations? À quoi sert d'avoir 92 millions de personnes qui sont incapables, ne serait-ce que de tenir la caméra, dont on n'est même pas préoccupé? Combien de fois nous avons des minerais? Combien de fois nous avons des ressources forestières, des ressources agricoles? On ne transforme rien. Alors quel est le rôle de nos écoles? Et donc nous aurons des personnes, qui est une bonne chose. Combien d'universitaires nous avons? Si ce n'est que des chômeurs de luxe. Vous avez, tout le monde est là en train d'être auréolé d'un prestige, d'avoir un diplôme. Quel diplôme pour quelle réponse pour la société? Et donc, madame, nous sommes insoupçonnés. Parce que Dieu nous a tout donné. Nous avons un personnel politique, économique, intellectuel. Mais c'est un personnel qui est non adapté par rapport à nos besoins. Et donc, on va rester pendant longtemps malgré le nombre d'habitants sans pour autant donner des réponses à notre peuple. C'est comme ça qu'il faut un leadership transformationnel et leadership qui sait comprendre que le système d'éducation doit correspondre aux besoins de notre société et qu'on construise une sorte d'interaction dynamique, que l'homme politique, le citoyen, soit au début et à la fin de toute action. Sans cela, sincèrement, malgré que nous aurons 400 millions, encore qu'aujourd'hui, regarde Kinshasa, regarde, est-ce qu'ils pensent que demain nous on sera à 165 millions? Aujourd'hui, on a 92 millions, on est incapable de faire quoi que ce soit. Et demain, dans 15 ans, 165 millions, toute proportion réservée. Et alors, personne ne fait de projections. Et donc, un personnel, oui, mais qui n'a pas de qualité pour amorcer le virage vers le développement. Mais il faut qu'il y ait des chaînes, des médias, il faut qu'il y ait des écoles, il faut que tout le monde concourt. Il faut qu'il y ait la contribution de ces différents acteurs pour permettre à ce que l'on puisse avoir un homme qui est utile pour la société, un homme qui est capable de transformer la nature naturelle. C'est de cette manière-là qu'on va relever les défis de la pauvreté. Vraiment, surtout que les pays voisins comme les Rwanda, l'Ouganda et autres disposent désormais des usines, des raffineries, de certaines matières premières dont ils ne disposent pas en réalité. Est-ce que ceci n'est pas paradoxal? Eh bien voilà, donc c'est la vision du chef. Le Rwanda, aujourd'hui, madame l'avait dit, il transforme le gaz méthane en gaz. Le Rwanda vient de mettre ici une raffinerie, n'est-ce pas, pour la transformation du coltan dont il n'a pas de producteur. Et l'idée, c'est quoi? Il faut commencer à fabriquer des téléphones au Rwanda. Il faut digitaliser le système d'enseignement. Et tout simplement, avec le minerai qui ne produit pas. Tout cela vient de l'Est de la République et toutes les guerres récurrentes, presque régulières, aujourd'hui, c'est lié à ça. Mais bon, ils ont une vision. Aujourd'hui, quand vous allez à l'université, par exemple, de Kigali, on va vous dire, écoutez, c'est la Harvard d'Afrique. Harvard, c'est la sommité des universités aux États-Unis. Mais écoutez, on dit non, mais c'est une répercussion, c'est un relais. Et donc, il faut avoir des ambitions. Comment pouvez-vous imaginer que le Rwanda, aujourd'hui, a pris la responsabilité de digitaliser, de numériser l'enseignement au niveau maternel, de manière à permettre justement les jeunes gens de commencer à construire une dynamique d'intelligence artificielle. Mais il faut avoir une vision. Vous n'allez pas avoir ça en croisant les bras dans des bureaux climatisés, mais il faut avoir la puissance du savoir. Et la puissance du savoir, le reflet des équipes de think tank qui travaillent et que le chef lui-même est très ambitieux pour que véritablement il relève le défi. Bon, que voulez-vous? Nos voisins doivent véritablement nous dominer parce que nous ne bougeons pas. On dit généralement que celui qui monte sur le tigre ne veut pas non seulement descendre, mais de le partager. Quand des unités de puissance se rencontrent, l'unité la plus forte domine l'unité la plus faible. Il ne faut pas se faire faible, encore que nous sommes un grand pays. Le Rwanda entre dans le Congo, c'est 100 fois. C'est 26 000 km², c'est pratiquement le territoire de l'homme là. Et donc, le Congo-Kinshasa doit pouvoir être conscient de ce qu'il représente, ses valeurs intrinsèques, encore qu'il est soupçonné. Est-ce qu'il a conscience? Il a conscience qu'il est vraiment un pays d'exception, un pays insoupçonné. Coup de chapeau à APIC, qui a pensé à cette émission. C'est l'occasion de réveiller les esprits, c'est l'occasion véritablement de montrer à nos leaders qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes un pays insoupçonné, encore qu'il faut être à la hauteur de ce qui représente cet insoupçon. Quels sont, selon vous, le plus fort tard qui avilisse les business dans le secteur minier en République démocratique du Congo?
bon, le business, vous savez, se fait. Moi, j'ai travaillé avec la Banque mondiale dans le cadre du monitoring du secteur minier et forestier. Mais parce qu'il y a une chose, même dans la signature des contrats, il y a quelque chose qui gangrène les institutions de la République, c'est la corruption. Madame, pouvez-vous imaginer, vous êtes dans un secteur comme celui-là, vous êtes au top 14 minéraux stratégiques, mais lorsqu'on regarde la contribution dans le produit intérieur brut, on n'est pas au-delà de 413 millions de dollars. Mais c'est gravissime. Et tout cela, parce qu'il y a corruption à différents niveaux d'atterrissage. J'ai fréquenté beaucoup de sociétés minières. Vous allez même dans ces sociétés où l'État est actionnaire, des sociétés mixtes, où il y a même des fondés du pouvoir qui représentent et qui regardent les différentes productions. Et lorsque vous regardez, c'est que la contribution, c'est zéro. C'est zéro dans les produits intérieurs. C'est zéro dans le budget de la République. C'est très grave. Le pays est tchoumbonbonne. Il faut donc que la corruption puisse céder à la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui pose que ce sont nos richesses, que ce sont nos produits. Et nous avons intérêt à avoir un droit de regard, à avoir un droit de surveillance mutuelle pour que cela puisse se retentir sur l'ensemble de notre peuple. Et donc, cela est un problème réel. Un problème réel parce que, effectivement, les quelques, encore qu'on fait la cueillette, parce que tous ces investisseurs qui viennent, qui exploitent les mines, que ce soit les Asiatiques, parce que nous avons pris à un moment donné que les Asiatiques qui sont considérés comme des pays sous-développés comme nous, ils ne sont même pas des sous-développés, c'est une fausse modestie, mais en fait, qui viennent chez nous, on croyait vraiment qu'avec les Indiens, avec les Chinois, avec les Coréens, ils ont des moyens, ils peuvent avoir la solidarité du tiers-monde pour qu'ils mettent en place des usines qui transforment nos produits pas miniers. Malheureusement, ils ne le font pas. Ils emboîtent les pas aux Occidentaux et la situation est très grave. Si nous n'avons pas un leadership aujourd'hui qui rappelle tout le monde à l'ordre, et nous avons la marge de manœuvre parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire. Il y a plusieurs pôles d'émergence des décisions et nous sommes capables de profiter pratiquement par rapport à cette guerre de puissance pour que nous puissions donner notre canevas qui leur permette de venir exploiter, bien entendu, mais de transformer chez nous. Quand on crée une chaîne de valeur ajoutée, madame, on aura des sociétés qui produisent, mais qui engagent les Congolais, qui commercialisent, engagent les Congolais, et qui vendent, engagent les Congolais. Et ça lui permettrait véritablement de bien fonctionner. Monsieur Yamba, là vous faites allusion à un système qui répond tout simplement à une certaine codification. Parlons un peu de notre code minier déjà promulgué, et ces codes-là continuent à faire l'objet de controverses. Est-ce un avantage ou un inconvénient à ce stade? Vous savez, je vous assure, cher ami, j'ai lu même l'ancien code. C'est vrai qu'en termes de proportions sur les taxes, etc., la révision a augmenté un peu, c'est ce qui fait la colère de tous ces vautours internationaux, etc. Mais quand je compare les deux, avant comme après, c'est la même chose. Il y a volatilisation des ressources. Il y a complotation avec les relèves volontaires à l'intérieur de la République. Combien de personnes se sont enrichies insolemment, même à l'ancien système? Parce que même l'ancien système, le code original de 2002, mais ça permet véritablement à drainer du moyen pour les Congos. On en a fait quoi? Mais ce sont généralement ceux qui signent à la place des Congolais qui s'enrichissent. Mutandis, même quand on augmente le prix. Mais écoutez, ce sont les mêmes personnes. Les mécanismes de gestion n'ont pas changé. Donc, ici, en fait, ceux qui viennent investir regrettent, parce qu'effectivement, on a révisé, à quelle proportion, quand on parle de 5 à 10%, ça ne représente rien en termes de dividendes générés par rapport à nos ressources, qui sont non renouvelables. C'est grave. Vous voyez? Et donc, moi je pense, et la question que vous avez posée avant, qu'est-ce qui bloque? Moi je dis c'est la corruption. Mais il faut que les gens payent le droit à la contestation pour dire plus jamais ça. Si on ne paye pas on ne paye pas le droit à la contestation pour dire le pays ne mérite pas ça. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le seul pays locomotive en Afrique qui est à genoux. Il y a 5 pays en Afrique. Il y a le Nigeria, debout avec 581 milliards de dollars
de produits intérieurs bruts. Il y a l'Égypte avec 315 milliards au nord, avec 315 milliards de produits intérieurs bruts. Afrique du Sud, 400 milliards en Afrique du Sud. Et l'Éthiopie, la puissance régionale à l'est, 287. Et le Congo-Kinshasa, 40 milliards. Et donc nous sommes à genoux. Nous avons bloqué le développement de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas quitter le nord vers le sud si on ne passe pas par le Congo. Et le Congo, aujourd'hui, est le blocage, la cause du blocage du développement de l'Afrique. Mais curieusement et paradoxalement, qui a autant de richesses minières en termes de potentialité, mais qui n'a pas encore pris conscience. Et Dieu merci, avec de telles émissions, je crois qu'on va quitter le débat d'opinion pour aborder les débats de prospérité. Parce qu'il y a trop de quinquennats, il y a trop de pseudo-politiques, j'allais dire des pseudo-chercheurs politisés, qui sont tout le temps dans les incantations, au lieu de parler des questions questionnantes qui intéressent la République. Monsieur Yamba, le code qui s'avérait comme un document qui pouvait permettre le pays à booster son économie, mais à vous entendre parler, c'est comme si c'est la corruption qui est à la base de la pauvreté qui connaît ces secteurs en République démocratique du Congo. Et nous allons enchaîner, je passe la parole à ma consoeur Carmel. Oui, en ce qui concerne le secteur politique, il est souvent reproché aux leaders politiques d'être égocentriques. Alors, est-il possible que le Congo sorte de l'auberge dans un contexte aussi difficile comme celui-ci? Oui, la crise a toujours été en amont du développement, du progrès. Il faut la crise pour que les gens ressentent l'ampleur de ce qu'elle représente, la dimension du problème, de manière à changer les comportements, des attitudes. Et donc, le politique congolais, c'est vrai, j'allais dire l'élite a foutu à la mer de la République. On a connu 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée, avec 20 ans d'une situation qui n'est pas très loin véritablement de ce qu'on a connu, surtout le pillage comme point de dominateur commun. Aujourd'hui, lorsqu'on sort de l'alternance, je crois que le nouveau président, le connaissant, a des qualités intéressantes pour faire autrement les choses, encore qu'il soit aidé avec un personnel politique qui change d'échelle et qui s'engage résolument pour redorer le blason de ce que représente notre pays. Parce que si on n'a pas les soucis de crédibilité et de l'image de notre pays, et le président serait un homme seul, il n'est pas magicien, et même les magiciens ont des limites. Donc on voudrait en réalité que l'homme politique change, et c'est capable de changer si, comme le président montre qu'il n'est pas dans les complotations, il n'est pas dans la magouille, il n'est pas dans le sens de politique roublard ou de profiteurs, mais il est dans le sens de pouvoir redorer et remonter le pays. Et je crois que je suis très rassuré que si tout le monde pouvait jouer le jeu, je crois qu'on peut relever le défi. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'insoupçonné aussi positif dans le paysage politique congolais, Monsieur Norbert Yamba Yamba? Nous vous prions vraiment de répondre à cette question très sincèrement. Est-ce qu'il y a dans les secteurs politiques? Oui, c'est la capacité insoupçonnée. Mais il y a des insoupçons aussi négatifs, négatifs et positifs. Donc, je dis que les hommes politiques ont la capacité de transformation. Il est capable de changer à une vitesse de croisière. Il était A, il peut aller à Z. Le même jour, il rentre à A. Et donc, alors maintenant, si on veut véritablement booster la République, on veut vraiment aller de l'avant, si on était mauvais, on peut changer pour devenir bon. Et ça, c'est une qualité pertinente pour les hommes politiques de la République. Si on prend conscience, on peut se dire non pour faire fonctionner les choses autrement. Et donc, c'est aussi une qualité. Parce que vous pouvez voir les gens qui se battent, qui s'injurient à longueur de journée, et qui, parce qu'autour d'un butin, ils changent complètement les discours, ils changent complètement d'attitude, etc. Ça, c'est une qualité aussi exceptionnelle de voir des hommes qui peuvent changer à vitesse de croisière et sans laisser des traces par rapport à sa situation antérieure. Monsieur Norbert, est-ce que le Congo a un dénominateur commun en termes de valeurs positives, bien sûr, autour desquelles les uns et les autres doivent s'entrelacer? Oui, la capacité à déployer, nous avons connu la déliquescence des institutions de la République. Le pouvoir public n'est plus efficace, efficient pour donner des réponses aux citoyens. Et on a vu les citoyens développer des initiatives. La perspective de comment survivre dans une situation difficile. Et cette qualité, la capacité d'initiative, la capacité de prise en charge est une qualité fondamentale, c'est une capacité exceptionnelle qu'il faut capitaliser pour que véritablement tout le monde soit debout. Et moi, je crois encore qu'il faut un encadreur, il faut un meneur,
un catalyseur, il faut un stimulateur qui permette de mettre tous ces gens en branle. La perspective, c'est de voir tout un chacun s'organiser et avancer. La preuve, votre rapide, partir du néant, ça se matérialise. Encore que dans beaucoup de sociétés, lorsqu'il y a des initiatives comme ça, le gouvernement de la République, au travers des institutions de crédit, mais aussi des moyens, encore qu'il peut y avoir aussi des subventions d'exploitation pour encourager de manière à résorber le chômage. Je vous ai trouvé ici, c'est une chaîne qui ne date pas longtemps. Je trouve quand même des Congolais qui ont été à l'école, qui ont besoin de travailler et qui sont là. Mais comment on peut avoir, par exemple, un bâtiment, par exemple à Pic, avec un bâtiment, avec un personnel, avec du matériel sophistiqué, en peu de temps, le pays peut changer. On aurait beaucoup de télévisions qui fonctionneraient avec des programmes différents qui permettent à la société d'avancer. Mais malheureusement, ce n'est pas encore la préoccupation. Je n'avais pas donné raison à Modeste Moutinga qui disait que c'est une société des inconscients. Parlons des antivaleurs comme le mercantilisme, la supercherie, voire des concepts comme l'autorité morale. J'y suis, j'y reste. Est-ce que tout ceci peut catapulter les pays vers les horizons meilleurs? Ben, vous appelez ça valeur ou des antivaleurs? J'y suis, j'y reste. Non, mais c'est une antivaleur fondamentale et c'est ce qui a bloqué. Mais je considère ça comme de douleur d'enfantement. Et je sais que quand on a un leadership très responsable, très motivateur, on peut assainir cela. Encore que toutes les institutions qui sont mises en place pour dissuader les comportements, les attitudes des uns des autres soient rendues opérationnelles. Les cours et tribunaux doivent travailler. Vous ne pouvez pas avoir un président magicien. Mais si tous les cours et tribunaux, ils sont combien? À différents niveaux d'atterrissage. Au niveau national, au niveau provincial, au niveau local, jusqu'au niveau du tribunal de paix. Si tout le monde ne fonctionne pas. Si vous avez la Cour des comptes, qui au lieu de faire le compte de l'État, va en province et va dire, écoutez, montrez-moi ce que vous avez fait. Même si vous avez volé, alors moi je vais vous aider. Il devient consultant, c'est pas sérieux. Si l'inspection générale de finances, si toutes les institutions qui sont mises en place ne peuvent pas travailler. Vous voyez, si par exemple vous avez, à un moment donné, je suis allé, il n'y a pas longtemps, la semaine passée à la RTNC, je voulais monter au 19e étage. Mais on dit, entendez l'ascenseur. Et j'ai vu quelqu'un venir, c'est un chauffeur dans l'ascenseur. Et ça fait combien d'années par rapport à ça? Alors, avec une telle élite, vous allez avancer comment? Le ministre lui-même, je me suis beaucoup, il semble qu'il a fouillé là-bas, il doit se trouver à la RTT. Ça, ce sont des solutions d'Autriche. Il faut donner de l'impulsion. Il faut donner la possibilité à chacun véritablement de mouvoir ses capacités intrinsèques pour qu'on puisse avancer. Et cela est possible. Le reste, ce sont des douleurs d'enfantement. Oui, monsieur Yamba, la vie est un combat à perpétuité. Les autres nations vont de l'avant parce que les hommes et les femmes travaillent. N'avez-vous pas l'impression que l'homme congolais vit dans les flemmardises, c'est-à-dire la paresse à outrance? Mais la paresse est fabriquée à cause du moule. Si vous avez un système qui produit des chômeurs, si vous avez un système qui produit des paresseux, vous n'allez pas reprocher le paresseux. C'est parce qu'il est moulé de cette manière-là. Regarde. Nous avons 92 millions d'habitants. Donnez-moi, il y a combien de sociétés? En 1960, nous avions 44% des recettes en devises qui provenaient de la société de l'agriculture. Il y avait plus de 169 sociétés. Il y avait plus de sociétés agricoles. Il y avait plus de 180 sociétés forestières. Plus de 2000 PME, petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, regarde, va sur l'avenir du commerce. Il y avait des Congolais dans toutes ces avenirs-là, qui étaient prospères. Mais aujourd'hui, il faut voir combien de personnes sont sur cette avenue-là, en train de chiailler. Non, mon cher ami, on ne devrait pas arrêter parce qu'on voudrait le devenir. Mais c'est un don du tonisme. Et c'est cela la responsabilité du gouvernement de la République. D'avoir un leadership qui sait comprendre que ses pairs, ses compatriotes doivent trouver du travail. Et alors maintenant, créer un climat qui permette de pouvoir drainer les investisseurs, créer un climat qui permette la prise des initiatives pour créer des entreprises, créer un climat qui permette véritablement même de réguler les taxes et la fiscalité, etc. Je suis content quand j'ai écouté ce qui se passe à l'hôtel là-bas où on est en train de réfléchir sur les startups. Aujourd'hui, presque tout le pays qui veut véritablement avancer encourage la production des richesses. Et la production des richesses passe
par la création des entreprises. Et c'est là qu'on engage les gens, c'est là qu'on défabrique les paresseux. Et c'est là de la responsabilité du gouvernement de la République de donner de l'impulsion, de prendre des initiatives et de donner du tonisme. Et cela va véritablement régler cette question. Parlons un peu de leadership que vous venez d'évoquer ici. Le secteur de l'éducation qui constitue en réalité le hub des autres secteurs. Quoi d'insoupçonné ici? Le secteur de l'éducation, c'est un secteur important, dès lors qu'on a vu des Congolaises devenir très exceptionnels à travers le monde. Mais vous allez m'excuser parce que je ne suis pas l'africaniste. Je n'ai toujours pas été d'accord avec le système éducatif que nous avons. C'est un système qui fabrique des chômeurs de luxe. C'est un système qui fabrique des perroquins. C'est un système qui fabrique des répétiteurs et des récitateurs à l'organisme, des incantateurs. Voyez. Et donc, c'est un système qui est en divorce avec nos réalités. C'est un système qui ne correspond pas à nos besoins. Et donc, on fabrique des hommes qui ne correspondent pas à nos besoins. C'est cela. Et donc, quand on fabrique des hommes qui ne peuvent pas véritablement, n'est-ce pas, satisfaire nos besoins, et donc, on devient des chômeurs de luxe, on devient des chômeurs déguisés, on devient des chômeurs cachés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a des soupçons? Oui, des quelques rares qui s'engagent avec assiduité, deviennent des hommes exceptionnels. La preuve, c'est que j'étais en train de vous dire avec le promoteur d'APIC, qui est sorti, il n'y a même pas 20 ans de l'université, recruté, il a fait montre de quoi il est capable, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une chaîne. Visiblement, quand vous regardez, c'est comme on a investi beaucoup d'argent. Mais c'est au prix des sacrifices. Mais c'est cela, le système éducatif. Bien que taré, mais les quelques qui profitent peuvent capitaliser cela pour donner véritablement des résultats. À tort ou à raison, la prise en charge de l'éducation par les parents, ici en RDC, est devenue presque une loi en RDC. Est-il encore possible de remédier à cette situation? Oui, il est possible, parce que l'éducation, vous savez, depuis 1961, il y avait une rencontre d'Addis Abeba qui a donné un certain nombre de résolutions où on a dit l'accès à l'éducation était gratuit au niveau primaire. Et quand vous regardez la Constitution, il est aussi la garantie véritablement de cette recommandation. Malheureusement, l'État lui-même a démissionné. Non seulement il est incapable de pouvoir monitorer les dispositions qu'il a lui-même prises, mais lui-même, parce qu'il est incapable de faire le travail comme il se doit, et donc on est sur un terrain fertile ou même les graines pourries germent bien. Mais quand cela ne tient, ce ne sont que des tares, ce ne sont que de faiblesses, ce ne sont que de douleurs d'enfantement. Il suffit simplement que les choses s'organisent, et je suis persuadé qu'avec l'alternance politique aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place, et que, je crois, chacun devra vraiment travailler. Parce que beaucoup croient que c'est le moment de partager le butin. Moi, je dis c'est le moment de poser des jalons. C'est le moment de poser des jalons. Et le président sera très sévère par rapport à ça. Et il prendra ses responsabilités au risque et péril si effectivement on vient danser la danse ancienne qui était essentiellement de prendre alors les richesses de la République sans pour autant poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir ressentir une sorte de répartition des richesses de la République. Les points sexuellement et financièrement transmissibles sont devenus des leitmotivs à l'université. Oui ou non, l'avenir du pays est compromis. C'est pourquoi je vous ai dit qu'en force de former les perroquins, on commence des maternelles jusqu'à l'université, les doctorats, etc. Ça ne sert plus à rien. Vous n'allez plus peser. En fait, quand vous voulez véritablement faire, moi je suis évaluateur macroéconomiste, vous voulez contrôler la contribution, par exemple, de l'élite intellectuelle par rapport à l'avancée de la République, c'est zéro. C'est zéro. On est presque dans l'état d'animalité zéro. Et donc, le point actuellement, c'est qui est transmissible. Mais ce sont des douleurs d'enfantement, madame. Mais cela peut véritablement disparaître lorsqu'il y a du sérieux à partir de la tête de l'État, il y a de l'inclusion, encore que les gens prennent conscience pour dire, ça ne sert pas. Madame, promenez-vous à travers le monde. Soyez dans des grandes rencontres. Les Congolais, ils parlent bien. Mais on n'a pas aucun respect. Tout simplement parce qu'il semble que, bon, nous, avec tout ça,
sexuellement transmissibles, corruption endémique, institutionnelle et systémique, tout cela faisant combine ne nous donne pas la possibilité. Alors un jour viendra où nous devons prendre conscience de ce qui représente toutes ces valeurs, toutes ces antivaleurs, pour que nous puissions aller de l'avant. Et ce que vous dites là, c'est la même chose que quelqu'un qui est devant la porte de l'autorité, qui cherche à tout moment qu'on lui donne comment on dit, le pot de vin ou le pourboire, etc. Ça devient institutionnalisé. Alors le jour viendra où les choses devront fonctionner autrement. Il n'y a pas que le point, même les nominations dans les entreprises publiques et même les partages des responsabilités politiques ne tiennent plus compte du cursus universitaire. Peut-on encore penser à un avenir meilleur dans ces pays avec tout ça? J'ai travaillé avec des amis sur les entreprises congolaises. Et la conclusion qui a été ressortie, c'est de constater que ce sont des canards boités. Et ces entreprises fonctionnent comme des propriétés privées. Quand on y entre, on vient avec les siens. Et ils sont nommés des directeurs, ils n'ont même pas suivi le cursus. Des petits amis, des petites amies, des beaux-frères, des frères, etc. Et la personne s'en va, il laisse ces gens. Production en termes de résultats, zéro. Ça, c'est ce qu'on a connu. Et c'est une douleur d'enfantement, madame. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, lorsqu'on prend conscience, encore que toutes ces structures de dissuasion, l'Agence nationale de renseignement, la Cour des comptes, les cours et tribunaux, le président lui-même, l'Assemblée nationale et le Sénat quittent la robotisation, la manipulation ou l'instrumentalisation pour devenir véritablement des remparts pour la République. Vous allez voir que les choses vont changer. Oui, et nous allons enfin aborder l'état d'esprit des Congolais, M. Yamba Yamba. Est-ce que les Congolais sont psychologiquement solides au regard de l'évolution des choses dans le monde? Oui, mais sinon, regarde ce que vous faites là. Je vois mon frère là, qui est en train de manipuler la caméra, mais qui n'a jamais été là où on fabrique la caméra. Hein? Je vois, donc c'est une intelligence exceptionnelle qui ne s'adapte à foutre par rapport à ça. Encore qu'on organise des mécanismes qui vont dans le sens de pouvoir internaliser toutes ces performances qui sont créées ailleurs, et nous pouvons aussi nous inspirer de notre environnement et générer d'autres alternatives innovantes. Quand cela ne tienne, on est capable. Nous ne sommes pas des animaux à l'état zéro. Nous sommes des humains. Mais nous avons fonctionné dans un environnement. Aujourd'hui, tous les combats que nous sommes en train de mener, c'est pourquoi de changer cet environnement-là. Raison pour laquelle vous avez pris votre temps pour qu'on discute de ces questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions. L'idée, c'est qu'on est en train de poser un premier pas. Et je considère le premier pas toujours été le plus long. Mais, M. Yamba Yamba, on reproche à l'homme congolais d'être souvent égocentrique. Rares sont des hommes altruistes. D'où vient cette façon de voir les choses? Mais c'est le système de privatisation. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de mécanisme d'absorption et de responsabilisation des citoyens. S'il y avait des entreprises où chacun devrait travailler, toucher son salaire, l'égocentrisme va venir d'où? Au contraire, les lois de la République vont réguler les injustices. Les lois de la République vont réguler les inégalités. Et chacun devra jouer sa partition. Il n'y aura pas quoi que ce soit. Aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'il y a un petit butin, nous devons nous le partager. Ça crée de l'égoïsme et de l'égocentrisme. C'est cela. Mais ce que nous voulons, comme nous avons dit, méthane, gaz méthane, on produit des usines. Cobalt, on produit des usines. Forêt, bois, on produit des usines. Et il y aura des entreprises de services. Mais écoutez, chacun trouvera son compte. Est-ce que vous imaginez, vous êtes à l'université, professeur, et vous venez, un jeune homme t'amène $5, si vous touchez le salaire qu'il faut, vous trouvez que ça vous honore? Je pense que le bon sens, le sens de l'honneur ne va pas accepter effectivement que vous puissiez tomber dans une telle bêtise. Tout cela parce qu'on a fonctionné dans un système tel que il y a appropriation, n'est-ce pas, du butin de la République par un groupe de personnes qui considèrent que le politique pour eux, c'est une chasse gardée. Il faut arriver à déstructurer, à désarticuler, à désintégrer ce système qui a pratiquement imbécilisé l'élite politique, économique et intellectuelle, mais revenir dans le sens de la répartition des rôles pour que chacun joue sa partition. Je crois qu'on aura des résultats. Et je parie que le niveau de mentalité du Congolais correspondrait véritablement à ce défi. Et pour mieux conclure cet entretien sur les Congos insoupçonnés,
Avez-vous une parole magique? Non, ce que je voudrais, c'est que, Monsieur le Président de la République, le Congo est trop grand. 100 fois le Rwanda. 4 fois et demi la France. Donc la France entre 4 fois et demi. La Belgique, c'est 80 fois. Luxembourg, c'est 120 fois. L'Angleterre, c'est 5 fois. Pour m'arrêter là. Nous sommes une grande nation. Et Dieu nous a tout donné. Aujourd'hui, il y a des prédictions qui démontrent que l'Afrique sera le continent du XXe siècle. Aujourd'hui, il nous reste 80 ans pour qu'on puisse atteindre 2100. Monsieur le Président, nous avons 14 minéraux stratégiques où nous prenons la tête à travers le monde. Mais nous avons une population qui aura 400 millions en 2100. Quelle chance! Quelle chance! Encore que l'homme politique, FCC, Cash, Lamouka, société civile en son ensemble. Vous n'avez pas le sens de l'honneur. Vous ne voulez pas défendre ce que nous représentons, nous, que Dieu a tout donné pour que notre peuple puisse couper dans la misère simplement parce que les gens veulent se taper des châteaux. Non, je crois qu'avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, je considère ça comme providentiel. Beaucoup diront, mais c'est Yamba, est-ce qu'il ne devient pas fanatique? Non, je le dis du fond de mon cœur. Encore que le président connaît que c'est comme ça que je réfléchis. Je sais que ça, l'impérial, Monsieur le Président, encadrement des gouverneurs, encadrement des maires de ville, encadrement des bourgmestres, encadrement des chefs de secteur, des chefs de chefferie, tous les services, le Congo est à genoux. Faisons tout pour le relever et pour que l'Afrique marche. Parce que déjà en 2100, on est en train d'entrevoir la possibilité de créer les États-Unis d'Afrique. Pourquoi nous devons bloquer le développement de l'Afrique? Moi, je considère qu'avec Félix Tshisekedi, il va poser les premiers pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Et je considère ça comme étant sa contribution véritablement dans le processus de développement de notre pays. Nous considérons cela comme votre mot de fin. Merci, M. Norbert Yamba Yamba, d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons que ça ne sera pas la dernière. Non, merci beaucoup. Félicitations à Anissé Mboranyama. Félicitations à tous les journalistes. Vous qui m'avez reçu, vous n'êtes pas trompé d'adresse. Le débit a toujours été difficile. Travaillez de manière excellente. Vous verrez que vous aurez des résultats insoupçonnés. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre attention soutenue et ne zappez pas, surtout restez sur votre chaîne, la chaîne insoupçonnée de la République démocratique du Congo, APIC TV. A plus.